Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le trafic des enfants prend de l'ampleur dans les régions en guerre. Une vingtaine d'enfants ont été kidnappés et contraints d'effectuer des activités de gardiennage et agro-pastorales dans le sud-ouest. Les promesses d'une vie meilleure faites à ces enfants ont permis à leurs ravisseurs de les maintenir dans une position d'esclavage. Comment ce réseau de trafic d'enfants a été démantelé? Élément de réponse au cœur de ce journal. Dans l'escale internationale, Ousmane Sonko, leader politique sénégalais, est libre, mais il reste sous contrôle judiciaire. C'est une foule de Sénégalais qui est venue l'accueillir triomphalement à sa sortie de sa garde à vue. Il doit s'exprimer ce soir. Première prise de parole après plusieurs jours passés en garde à vue. Il évoquera les différentes affaires qui le concernent sur le plan judiciaire et politique. Nous en parlerons dans la page internationale du 20. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les litiges fonciers sont source de grogne dans la capitale économique du Cameroun. Illustration dans la banlieue Koto Bloc F, dans le 5e arrondissement, là où les populations s'opposent à la construction d'un immeuble sur ce qui leur sert de parking. Ils estiment que cette initiative de construction d'un immeuble est illégale, car l'espace, selon l'aménagement fait par la SIC et la Maïture, est un parking. Mais le promoteur brandit un document qui lui sert de titre foncier. Les populations manifestant durant le week-end comptent aller plus loin pour s'opposer à ce projet. Le récit des faits avec Steve Eboulet, Cédric Ding et Dallas Tana. Nous avons mis l'éclairage partout. Nous nous sommes mobilisés pour ça. Et si des gens viennent faire le désordre comme ça, sans respecter le droit, il y a un problème. On ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. C'est du brigandage, c'est du brigandage. Les populations de Koto Bloc F, dans l'arrondissement de Douala 5e, débordent de colère. Comme cet homme, elles sont sorties en masse pour une manifestation pacifique. À l'origine de leur mouvement d'humeur, les travaux de terrassement entamés sur cette parcelle de terrain depuis quelques jours. Alors depuis jeudi, il y a ces mouvements-là qui sont en train d'être opérés. Et nous, on s'est très vite questionné parce qu'on se demande pourquoi des gens interviennent sur un terrain pareil. Je vais vous dire que ce terrain-là, finalement, c'est le parking commun qui nous appartient, qui est mis à notre disposition ici au quartier, à Koto. Et donc nous ne pouvons pas être d'accord que ce parking-là soit arraché de la sorte. Au-delà de s'opposer à l'occupation de ce qui leur servait jusque-là de parking, les manifestants redoutent la fermeture d'une servitude. Vous voyez là sur le terrain, ici à terre, ils ont commencé à décaper le bitume ici au sol. C'est parce que cette servitude, ils voulaient également la fermer. Nous ne sommes pas dupes. Nous manifestons et nous allons poursuivre par une démarche d'opposition totale à cette affaire. On ne peut pas accepter ça. Au quartier Koto, le moindre espace vide fait l'objet de fortes convoitises. Il y a peu, l'espace qui servait à la pratique du sport a été occupé par une construction. Désormais, les populations comptent s'opposer vigoureusement à un phénomène qui impacte négativement sur leur épanouissement. Après ce reportage de Vivien Tonfac et Steve Iboulet, la nouvelle nous parvient à l'instant. Le Premier ministre qui annonce avec regret le décès survenu ce lundi des suites de maladie de Ardoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des relations avec le monde islamique. Monsieur Ardoum Gargoum a servi le gouvernement avec fidélité, engagement et loyauté en la qualité de membre du gouvernement, indique le Premier ministre. Joseph Diangote exprime à sa famille, si durement éprouvée, les condoléances les plus attristées de l'ensemble du gouvernement auquel il associe sa compassion émue.
je vous le disais, c'est l'annonce officielle du décès du ministre Adoum Gargoum, qui était jusqu'ici ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des relations avec le monde islamique. Il est décédé de suite de maladie ce lundi, indique un communiqué signé du directeur du cabinet du Premier ministre. Toujours dans l'actualité, parlons à présent de ce réseau de trafic des enfants démantelés à Limbé, dans la région du sud-ouest, l'une des régions en guerre depuis près de 4 ans. Des enfants kidnappés dans le département du Dian et ensuite contraints d'effectuer des travaux de gardiennage et des activités agro-pastorales. Ils étaient à la merci de leurs ravisseurs et ils ont été entretenus par l'illusion d'une vie meilleure et des promesses d'un retour à l'école, des promesses non tenues. Le récit des faits avec Julingue Nyondé. 26 enfants enlevés à leur famille pour des fins non élucidées jusqu'ici en Diang, département situé dans la région du sud-ouest. C'est à la suite d'une enquête menée par les éléments de la brigade de recherche de Limbé que les enfants dont l'âge varie entre 9 et 14 ans seront retrouvés en Djukiard, quartier situé dans la même localité. Kidnappés depuis leur village à Bafakabalué, les enfants révèlent que les ravisseurs auraient promis à leurs parents de les amener en ville afin de les aider à poursuivre leurs études. À Djukiard, les otages sont utilisés comme employés de maison et dans les activités agro-pastorales. Le monsieur chez qui je vivais m'amenait tout le temps à la pêche, même la nuit. Je n'avais pas le temps d'aller à l'école. Moi, ils m'ont promis de m'envoyer à l'école. Mais depuis des mois que je suis là, je fais juste des travaux à la maison. Je ne pars pas à l'école. Les ravisseurs, 3 au total, Viviane Botake, Charlotte Mukobe et leurs complices, mettent en avant un prétendu accord obtenu auprès des parents. J'habite en Douriade depuis 3 ans. Ce sont les parents qui ont supplié pour venir avec leurs enfants en ville. Ils nous ont promis de nous envoyer de l'argent pour leurs études et leur encadrement. Ils nous ont demandé de les aider à prendre soin de ces enfants. J'ai voyagé avec eux sans problème. Qu'on fasse venir les parents pour qu'ils témoignent eux-mêmes que ce sont eux qui nous ont confié leurs enfants. Les 3 mises en cause sont gardées à vue à la brigade de recherche de Limbé. L'enquête se poursuit autour de ce qui s'apparente à un vaste réseau de trafic d'enfants dans la zone. Après la publication des vidéos obscènes de jeunes lycéens à Kribi, environ 14 élèves ont été exclus du lycée bilingue. C'est une décision du conseil de discipline. La sanction lourde touche une classe de terminale bilingue où des candidats devraient en principe se préparer à affronter le baccalauréat d'ici quelques mois. On fait le point avec Joseph Abena. C'est une salle de réunion pleine à claquer. Ici, en Assemblée générale extraordinaire, convoquée par le préfet de l'Océan. Les parents veulent comprendre ce qui se passe réellement au lycée bilingue de Kribi. D'ailleurs, les classes du lycée, en tout, ils n'ont jamais échoué. Ils sont seulement 22. 4 garçons pour 18 filles. Moyenne d'âge, 16 ans. Cette classe a fauté. Elle s'est laissée influencer par les réseaux sociaux, les téléphones que vous leur offrez parce qu'il a eu le BPC, vous offrez le téléphone. Parce qu'il a eu le CP, vous offrez ceci, vous offrez cela. Parce qu'il a eu le probatoire, vous amenez à Copacabana, à Instagram, ainsi de suite, James. Ainsi de suite. 6 à 6. Vous vivez ensemble. Mon fils est bon. Lui a acheté un téléphone de 190 000. Ils ont vu ça. Ils ont vu le porno, ils ont vu ce qu'on appelle challenge. Ils se sont entraînés au quartier et ils sont venus appliquer au lycée. Pourquoi j'ai dit la meilleure classe? Parce qu'elle avait notre confiance absolue. Puisqu'ils n'échouent pas,
nous voulons tous, même vous là, vous avez des enfants qui échouent. Non. Le préfet Nou Bello, qui inspecte ici l'établissement, au vu de cette dépravation des mœurs, reprécise les rôles des maillons de la communauté éducative. Nous avons donc engagé les parents à reprendre la main dans l'encadrement du cycle de leurs enfants. Et nous avons aussi invité les enseignants à être aussi des éducateurs. C'est-à-dire ceux qui non seulement dispensent des cours, mais aussi s'occupent aussi de l'encadrement moral, psychologique des enfants. Pour qu'eux-mêmes, tout en prêchant un bon exemple, mais aussi accompagnent ces enfants pour qu'ils puissent ne plus commettre de pareils actes. Au terme du conseil de discipline sur la vidéo obscène, 14 élèves ont été définitivement exclus du lycée, mais bénéficieront d'un encadrement à distance. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Nous avons un règlement intérieur que nous appliquons. Peut-être qu'on va décharger. Nous allons décharger le personnel administratif de certaines tâches pédagogiques pour qu'il soit entièrement consacré à la discipline. Parce que quand on surveillant général, à 20 heures de cours, c'est pas facile. Quand il a 14 heures de cours, quand on provisait à 22 heures de cours, c'est pas facile. Donc voilà les premières résolutions. Mais le plus important, c'est le rôle des parents. Les torts sont partagés parce que à la maison, quand les enfants reviennent, ils regardent les séries, ils regardent même les films qui sont interdits aux enfants d'un certain âge à la maison. Il faut que les parents veillent. Et qu'à l'école, les encadreurs veillent aussi. Le lycée bilingue de Kribi, qui compte un effectif de plus de 5000 élèves, est en proie au manque d'enseignants. Ainsi, les responsables administratifs totalisent chacun plus de 30 heures de cours par semaine et donc partagées entre la surveillance des élèves et l'engagement pédagogique. Toujours dans ce chapitre en éducation, comment s'est déroulée la reprise des cours dans les écoles maternelles situées dans le 1er arrondissement de Douala. Vous vous en souvenez, elles ont été fermées temporairement durant la semaine dernière pour cause d'apparition, de survenance des cas de grippe, de fièvre et tout chez les enfants. Les écoles ont été désinfectées. Il y a eu une passe d'armes entre autorités administratives et municipales. Dans quelles conditions cette reprise des cours s'est-elle faite dans ces écoles maternelles? Élément de réponse avec Steve Eboulet, Sédek Chouna et Sédek Ding. Décision du préfet du Vouri, rendant caduque celle du maire de l'arrondissement de Douala 1er et ordonnant la réouverture des écoles communales précédemment fermées pour cause de Covid-19, les écoliers reprennent le chemin des classes. Un communiqué qui sonne comme un ouf de soulagement pour les parents après les échanges épistolaires entre les deux autorités qui laissaient planer le doute quant à une éventuelle reprise des cours et rappelait étrangement l'interruption de ceux-ci l'année dernière à la même période. On a arrêté l'école, je peux dire en deuxième trimestre, début deuxième trimestre. Cette année encore, début deuxième trimestre, on arrête encore l'école. Donc ce qui veut dire que les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire à la maison? C'est passer leur temps à jouer et perdre ce qu'ils ont fait déjà, qu'ils ont déjà fait. J'ai eu cette peur et quand j'ai eu la confirmation le lendemain que l'école va reprendre, j'ai eu la joie dans le cœur parce que c'est très difficile. Une fermeture des écoles communales de l'arrondissement de Douala 1er qui pour certains parents plus sceptiques sonnait comme une fausse note de l'autorité municipale. C'est un constat amer parce que nos dirigeants normalement ils devaient nous aider. Ils devaient constater et comprendre que les parents souffrent. Il n'y a pas du travail. Et tu essayes de dépenser de l'argent pour payer la pension à ton enfant et que durant 2 ans, ton enfant ne va pas à l'école. Il y a combien de morts au Cameroun? Mais nous vivons, regardez, il y a combien de personnes qui portent les masques là dehors? Regardez, il y a combien de personnes? Donc la mort, c'est la mort, il n'y a qu'une seule mort. D'autres par contre voyaient l'annonce du maire comme une décision salvatrice compte tenu de l'explosion des cas de contamination au Covid-19. C'est l'école qui continue tout simplement avec la Covid qui sévit de part et tout. On a dû à comprendre. Mais qu'à cela ne tient, la décision revient au maire et à la hiérarchie. Je suis contente du bien que le maire a fait dans cet établissement parce que vraiment, pour un enfant qui est constamment malade... Quoi qu'il en soit, les cours ont bel et bien repris dans les écoles communales de Douala 1er, malgré le spectre de la contamination. Dans la sous-région Afrique centrale, c'est l'un des challengers de Denis Sassou Nguesso
à la prochaine élection présidentielle prévue en mars, ce mois, à la fin du mois de mars 2021. Il s'appelle Mathias Zong, homme politique, ancien ministre des Finances entre 1997 et 2002, toujours sous la présidence de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il est candidat de l'opposition dans cette course à la présidentielle. Cependant, il a eu du mal à mener sa campagne électorale, évocation à la fois de son discours et de son projet de société pour les Congolais. C'est avec nos envoyés spéciaux, Eric Watat et Gladys Sidier. Mathias Zong, l'ancien ministre des Finances de Denis Sassou Nguesso de 1997 à 2002, se présente de nouveau à une élection présidentielle au Congo-Brazzaville, et ce, après le faux pas de 2009 et le boycott de 2016, où il dénonçait la mauvaise organisation du scrutin. Le candidat de l'ARD, l'Alliance pour la République et la démocratie, eh bien, il dit être convaincu que cette année 2021, il remportera la présidentielle dès le premier tour. Même si, d'ores et déjà, il dénonce des manœuvres du pouvoir pour empêcher l'opposition de se déployer pleinement sur le terrain de cette campagne électorale. Je constate que le candidat du pouvoir met sa campagne librement. Il a fait tout seul la pré-campagne. Il n'a essayé de lancer dans la campagne. Il n'y a pas eu d'obstacle administratif. Mais j'ai déjà été surpris d'apprendre, en arrivant à Ouesso, pendant que j'étais approché ma croix, qu'à Ouesso, pour tenir le meeting, il faut payer une autorisation à la municipalité de Ouesso, 80 000 francs. Ce qui est illégal. Parce que la loi dit qu'il faut seulement informer pour toute réunion sur la place publique. Bon, malgré ça, compte tenu de l'urgence, j'ai accepté qu'on paye les 80 000. Les 80 000 ont été débloqués, payés. Mais le maire dit que le meeting ne doit pas avoir lieu dimanche parce que lui, il n'a pas eu le temps de faire les formalités. Donc, nous, pour faire le meeting de campagne, il faut avoir l'autorisation du maire de la ville de Ouesso, alors que l'essentiel, c'est d'informer que nous tenons, pour des raisons de sécurité, informer que nous avons telle activité publique. Et c'est une manière de nous empêcher de faire la campagne, c'est une manière de ralentir notre campagne. Je me pose encore des questions. C'est pour ça qu'il serait peut-être nécessaire que la commission électorale à Brazzaville et la direction générale des élections puissent prendre position pour dire exactement pourquoi ces gens d'entrave quand il s'agit d'un candidat d'opposition. Dans son projet de société, il compte mobiliser 55 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers pour faire du Congo-Brazzaville le Dubaï de l'Afrique. Des ambitions économiques qui impliqueront, soutient-il, un développement des secteurs non pétroliers que sont l'agriculture, le tourisme, entre autres. Mathias Zong estime que, vu sa fragilité démographique, le Congo ne peut devenir un pays émergent que s'il se transforme en puissance exportatrice africaine pour conquérir des parts de marché et des revenus d'exportation en Afrique et dans le monde. Mathias Zong se considère comme l'un des très rares opposants que le pouvoir en place n'a pas pu corrompre, même si plusieurs Congolais n'y croient pas du tout, notamment ceux de la diaspora. Toujours est-il que la campagne électorale en vue de la présidentielle du 21 mars prochain se poursuit. Depuis le Congo-Brazzaville, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision, nous sommes Eric Florent Watat, Carlos Minoué, Guy Zogo, Gladys Sidier. Toujours dans cette actualité internationale, vous le savez, il est hospitalisé depuis le début du mois de mars. Dans un premier temps à Paris, en France, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a été transféré dans un hôpital en Allemagne. Au regard de son absence prolongée pour raisons médicales, 2 personnalités ivoiriennes sont appelées à assurer l'intérim des services du Premier ministre et du ministère de la Défense en Côte d'Ivoire. Selon la présidence de la République ivoirienne, Patrick Kachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, doit cumuler son poste avec celui de ministre de la Défense, décision de la présidence de la République ivoirienne. Toujours dans cette actualité, Ousmane Sonko est libre, mais il reste placé sous contrôle judiciaire et devra respecter certaines obligations. Je vous invite à suivre son avocat qui évoque les péripéties de ce week-end vécu au Sénégal, là où des tensions ont été enregistrées durant plusieurs jours.
Ousmane Sonko, député de l'Assemblée nationale sénégalaise, ancien candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, est en train de s'exprimer. Une conférence de presse qui se tient au Sénégal. Il revient sur cette affaire de viol présumé et de troubles à l'ordre public au moment où il se rendait au palais de justice afin de répondre à la convocation du juge. Parlons à présent du fait qu'Equinox Télévision avait bien senti Patrice Motsepe, milliardaire sud-africain, désormais candidat, seul candidat en lice pour la présidence de la Confédération africaine de football. Un consensus est dégagé autour de cette candidature du milliardaire sud-africain qui ambitionne de moderniser le football africain. Le récit de ce consensus, les circonstances, sont évoquées dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat. Sauf miracle de dernière minute, le Sud-Africain Patrice Motsepe pourrait déjà se considérer comme élu 8e président de la Confédération africaine de football. Ces 3 concurrents directs à ce poste ayant retiré leur candidature. Convaincu qu'il est aujourd'hui préférable de créer les conditions d'un rassemblement des meilleures intelligences afin de faire triompher l'intérêt collectif du football africain, j'ai décidé de renoncer à ma candidature. À l'issue d'une réunion tenue au Palais des Congrès de Nouakchott, en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sénégalais Augustin Senghor ont désisté pour rallier le milliardaire sud-africain au prix de 3 postes, conseiller pour Anouma, vice-président de la CAF pour Ahmed Yahya et Senghor. En réalisant cette union sacrée des meilleures volontés africaines autour de la CAF, avec un programme commun, nous pourrons contribuer ensemble à son redressement. Je le ferai avec l'expérience qui est mienne, toujours soucieux des intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. De sources bien introduites, le président de la FIFA présent à Nouakchott a pesé de tout son poids dans le choix consensuel du Sud-Africain. Pour Gianni Infantino, Patrice Motsepe est le seul candidat en lice qui, à ce jour, ne s'était jamais mêlé de la gestion des affaires et autres scandales à la Confédération africaine de football. Son choix apparaît comme un gage de crédibilité pour faire les yeux doux aux sponsors et annonceurs, a laissé entendre le boss de la FIFA. Sur cette influence, des voix s'élèvent pour dénoncer et condamner cette attitude de Gianni Infantino, parmi lesquels un ancien membre du comité exécutif de la CAF, Moussa Hassan Biliti, compare l'homme fort du football mondial à Léopold II, ancien roi des Belges, qui s'était approprié le Congo en 1885, un territoire 5 fois plus grand que son pays, la Belgique. Du moins contre vents et marées, Patrice Motsepe sera le 8e président de l'histoire de la Confédération africaine de football. Une formalité qui reste à entériner à l'Assemblée générale élective du 12 mars prochain au Maroc. Tout était donc dessiné depuis le départ pour une installation paisible de Patrice Motsepe à la tête de la CAF. Et si Equinox Télévision avait donc vu juste. En ce jour consacré à la journée internationale des droits de la femme, l'ambassade des États-Unis à Yaoundé a tenu à féliciter Maximilienne Ngombe, lauréate du 15e prix international du courage féminin. Elle a reçu son prix des mains de la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis. La cérémonie s'est déroulée au siège du département d'État américain, une cérémonie virtuelle. Elle a été invitée à l'ambassade des États-Unis pour recevoir ce prix, 15e prix international du courage féminin, un prix qui récompense son extraordinaire leadership, son courage et sa persévérance dans la promotion des droits de l'homme au Cameroun, en Afrique centrale. Et durant sa réaction, elle a été émue de recevoir ce prix. Elle était accompagnée par la présidente du conseil d'administration du REDAC, maître Alice Com. Vous le voyez en image, comment elle reçoit ce prix des mains de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis du Cameroun. Et le mois de mars et cette journée internationale des droits de femmes sont loin d'être consacrés essentiellement aux parades et festivités
C'est aussi des moments de réflexion, de valorisation et de mise en avant du leadership féminin. Pour réussir cette stratégie de promotion des femmes, la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso, en partenariat avec l'Union camerounaise des brasseries, a encore offert des bourses de formation professionnelle aux femmes âgées entre 25 et 40 ans, des bourses de formation dans plusieurs filières, une très belle expérience qui continue encore. Regardez ce reportage. My name is Batiita Obenebong Eban. I was a participant of the first edition of the Kaji Foundation Scholarship 2017. Je suis Fendi Céleste Martin, lauréate de la promotion 2019-2020 des bourses pour la Journée internationale de la femme qu'offre la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso en option infographie. Moi, c'est Adèle Tchadi Mamba Adèle, lauréate de la première promotion pour les bourses de la formation offertes par la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso, option mécanique automobile. Je m'appelle Blanche Messon, je suis lauréate de la formation de bourse de la Fondation Kadi de Fotso. Promotion 2019-2020. Je m'appelle Gefo Karine. Je suis l'une des lauréates de la bourse de 2019-2020. Moi, c'est Zodio Pané Dominique, lauréat de la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso de l'édition 2019. Comme ces dames, elles sont une centaine de femmes ayant bénéficié des bourses en formation professionnelle offertes par la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso en partenariat avec UCB depuis plusieurs années. Cette expérience unique qu'offre la Fondation du groupe Kadi aux femmes âgées entre 20 et 45 ans s'explique. The Fouatoula Kadi de Fotso Foundation Scholarship Program is a program that was designed to empower young ladies between the ages of 20 to 45 years old in different domains. Either you choose to go for a training program or you have a project which you want us to finance. Programme baptisé International Women's Day Scholarship, cette initiative contribue à former les femmes dans plusieurs filières et à financer leurs projets, leur permettant ainsi d'apporter leur pierre à l'édification de la société camerounaise. J'envisage de devenir photographe professionnel et il me fallait acquérir des compétences et du savoir-faire. Alors lorsque l'opportunité s'est présentée, j'ai postulé et j'ai été retenue. Je l'ai choisi dans la mesure où c'était là-bas une bourse où je ne payais pas de formation. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui payait pour que tu sois formé. Les valeureuses lauréates ont affronté les formations avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Well, I chose renewable energy, precisely solar energy, because it was like a dream come true. Growing up, we had a lot of issues with respect to electricity, and it got me thinking, like, what could be the solution? What if I am that solution to probably the younger generation, those who might be suffering like I suffered when I was younger? So I was like, why not? The sun is free of charge and it comes out every day. J'ai beaucoup apprécié et c'est la raison pour laquelle je me suis investie énormément. Parce qu'il ne fallait pas décevoir la fondation. Il fallait sortir le meilleur qu'il y avait en moi, en fait. J'ai choisi cette formation parce qu'il donnait l'opportunité aux jeunes femmes de réaliser leurs rêves dans le monde de l'emploi, pour pouvoir m'affirmer en tant que femme, pas seulement en tant que maman, mais en tant que femme, et pour être aussi indépendante financièrement. Une femme doit effectivement être autonome. Cela permet non seulement de se prendre en charge soi-même et d'éviter vraiment certains métiers pas très bien, en fait. C'est avec beaucoup d'émotion que les bénéficiaires du programme de bourse remercient UCB et la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso. Je dis grandement merci à la Fondation Fouatoula Kadi parce que c'est pas donné. D'être subventionné à ce point-là, c'est pas donné. Merci, je ne sais pas à quel degré. Ils sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Merci grandement à la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso. What the foundation is trying to tell the women is that they can dream again, irrespective of what they have, irrespective of their backgrounds. They still have the opportunity to dream. Je crois que je peux écrire un livre sur la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de faire des formations, qui ont envie de faire des formations, mais parfois n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire ou parce que la famille n'en a pas, parce que la famille refuse. Mais le fait que la Fondation nous donne cette opportunité-là, je pense qu'il n'y avait pas meilleure opportunité véritablement. Merci vraiment est trop petit parce que la Fondation ne peut pas savoir ce qu'elle a fait dans ma vie en fait.
Parce qu'aujourd'hui, je peux aspirer vraiment à sortir de la pauvreté, de la galère, parce qu'avec ce travail, je peux vraiment préparer un avenir meilleur en fait pour ma progéniture. Je dis vraiment un très très grand merci à la Fondation et je prie le Seigneur chaque jour vraiment qu'il continue à donner la force pour que la Fondation continue à aider les jeunes filles comme moi. Je veux dire grand merci à la Fondation pour tout ce qu'ils ont fait, pour le suivi du début jusqu'à la fin. Grandement merci à la Fondation parce qu'ils ont changé ma vie, ils ont changé radicalement ma vie. Le mécanisme de participation est simple. 2021, we want to encourage all the young ladies who have dreams, who have passions, who want to do something about their lives to simply go to our website www.sa-ucb.com and click on the link which you see and then you get registered. Avec la Fondation Fouatoula Kajide-Fosso, ensemble pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme, pour des femmes africaines toujours plus fortes et autonomes. Une femme autonome. Oh là là, c'est trop bien. Il est très important pour qu'une femme soit autonome parce que ça fait partie de son épanouissement. Se lever chaque matin, faire ce qu'on aime, ça rend heureux. En tant que femme, j'encourage toutes les femmes à chercher à gagner leur pain quotidien par elles-mêmes en faisant surtout ce qu'elles aiment. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.sa-ucb.com et participez au programme jusqu'au 31 mars 2021. Un autre public reportage, CIMAF récompense l'une de ses meilleures distributrices de la capitale politique du Cameroun. L'entreprise qui se veut une référence dans la production des matériaux de construction et principalement le ciment a remis un tricycle à la promotrice de la quincaillerie Grâce Divine à Yaoundé. C'était dans le cadre de la campagne Challenge Quincailler qui a mobilisé près de 300 participants sur l'ensemble du territoire national. Reportage. CIMAF, la passion de la construction. Venue les mains vides, elle était loin d'imaginer la surprise qui l'attendait, jusqu'à ce que le suspense soit levé. Grâce Divine reçoit ici les clés d'un tricycle neuf, gracieusement offert par l'entreprise CIMAF. Le poids de ses achats et ventes fait d'elle la meilleure quincaillère dans la région du centre. Nous avons organisé un challenge quincailler sur le triangle national qui mettait aux prises environ 300 quincailleries. Et nous avons récompensé les meilleurs de chaque région. Nous avons commencé par la ville de Douala. Nous avons récompensé les 3 meilleurs qui ont reçu des tricycles, des motos et un groupe électrogène. Grâce Divine, qui est sorti vainqueur de ce challenge dans la région du centre, reçoit aujourd'hui un tricycle. Nous avons remis aussi une moto et un groupe électrogène pour la région du centre. Le choix du tricycle par l'entreprise CIMAF n'est pas un fait du hasard. Pour qu'il mesure la difficulté qu'il y a souvent à effectuer des livraisons, notamment dans des zones reculées et enclavées, où seul ce type d'engin peut facilement accéder. Parce que par moment, nous pouvons avoir des petites difficultés pour la livraison. Avec ce tricycle, ce bijou, ce magnifique cadeau que vous nous avez surpris aujourd'hui avec, vraiment je suis tellement contente parce que beaucoup de clients seront aussi satisfaits d'être servis juste après les achats. Aussi l'élu du jour n'a-t-elle eu de mots que pour dire merci à l'entreprise Ciment de l'Afrique qui a tenu à ses engagements tout en priant le top management de cette entreprise à tout mettre en œuvre pour que le produit soit toujours disponible au regard de la forte demande sur le marché. Nous sommes tellement sollicités pour ce ciment CIMAF au point où il y a des moments où nous sommes en rupture et la livraison, nous ne parvenons pas parfois à satisfaire tous nos clients. Donc s'il vous plaît, je vous exhorte d'enchaîner la livraison, de nous ravitailler le plus possible parce que la demande, elle est très grande. Et je pense que d'ici 1 an, ça ne sera plus seulement le tricycle que j'aurai. Par rapport à ma vente, je vais attendre plutôt une camionnette de vente parce que vraiment le CIMAF, ça coule chez moi. L'étape de Yaoundé marque le ferme engagement de CIMAF à assumer sa responsabilité sociale et à célébrer ceux sans qui les acquis d'aujourd'hui ne se réaliseraient pas. En tant qu'opérateur cimentier responsable et un acteur majeur pour le développement de notre pays, le Cameroun, les Ciments de l'Afrique, CIMAF Cameroun, est résolument engagé pour l'avenir. L'avenir de notre continent africain et l'avenir aussi de notre pays, le Cameroun. Chez CIMAF Cameroun, nous récompensons et nous encourageons l'excellence et la performance. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui ici pour récompenser notre partenaire Grâce Divine.
avant l'étape de Yaoundé. La caravane du bonheur de l'entreprise SIMAF a fait escale dans plusieurs autres villes du pays où des lots de divers ordres ont été remis aux meilleurs quincailliers. Je voudrais ici souligner que tous les participants ont été des gagnants parce que pendant 4 mois, nous avons récompensé tous les quincailliers qui ont atteint leur objectif à travers des différents lots tels que des téléviseurs, des écrans plasma, des réfrigérateurs et même des groupes électrogènes. Présent dans plusieurs pays africains, les ciments de l'Afrique se positionnent aujourd'hui comme un acteur de référence des matériaux de construction. La ruée vers son ciment est bien la preuve que les consommateurs trouvent leur compte et en redemandent. Nous remercions tous les quincailliers qui ont participé à ce challenge pour leur fidélité et pour la confiance placée à l'entreprise SIMAF et à ses produits. Nous voulons aussi remercier les distributeurs sans qui ce challenge n'aurait pas pu être organisé. SIMAF, la passion de la... Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 14 des 22 élèves de terminale bilingue du lycée bilingue de Kribi exclus de manière définitive à l'issue d'un conseil de discipline. La sanction lourde a été infligée à la suite du tournage de vidéos obscènes diffusées sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi comment le proviseur a été surpris et décontenancé par l'attitude de ces élèves qui, selon lui, font partie des meilleurs de l'établissement car ils n'avaient pas échoué jusqu'ici. Ce sont des élèves d'une classe bilingue, la terminale. Dans quelques mois, ils devraient préparer l'examen du baccalauréat. Et cela s'annonce comme un véritable casse-tête pour les parents réunis en assemblée générale extraordinaire afin de comprendre les décisions de ce conseil de discipline, décisions lourdes et déconcertantes à quelques mois des examens officiels. Sajala. Reprise des cours ce matin dans les 7 écoles maternelles communales du 1er arrondissement de Douala. C'est un ouf de soulagement pour les parents qui se félicitent de la décision de l'autorité municipale d'avoir procédé à la désinfection des écoles. Néanmoins, elles sont loin d'être rassurées. La mesure sanitaire reste jusqu'ici insuffisante au regard de l'école qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de mai. Pour ce qui concerne des enfants inscrits en maternelle, quelle sera l'équation à résoudre pour rassurer les parents sur le plan sanitaire et éviter les risques de propagation du Covid-19 en milieu scolaire? C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Les clients soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Alain. Rendez-vous demain, 20h.